Monsieur Rouget, pour commencer. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, merci de nous accueillir ici pour écouter la parole des policiers de terrain. Les sujets sont vastes. On va essayer d'en aborder quelques-uns, mais je vais prendre la parole au nom du syndicat des cadres de la sécurité intérieure qui représente le syndicat majoritaire des officiers de police et des commissaires de police. Et Denis Jacob ensuite prendra la parole pour évoquer les problématiques du corps d'encadrement et d'application pour avoir une vue générale de l'ensemble des policiers. Vous l'avez dit, les problèmes sont nombreux. Aujourd'hui, oui, la police nationale va mal. La crise, elle est profonde depuis de nombreuses années. Elle s'est exacerbée au moment de la grogne que tout le monde a connue. Et cette crise profonde, elle ne s'est pas améliorée malgré les premières mesures qui avaient été prises sur le plan de sécurité publique, qui avaient été mises en œuvre, qui a essentiellement répondu à une problématique de moyens pour lutter contre le terrorisme, de moyens de protection, de gilets, pare-balles, d'armes collectives. La gendarmerie va mieux, et c'est un policier qui le dit. Elle est mieux organisée, elle a une vision stratégique, et depuis 2009, qu'elle est au sein de notre ministère, elle a su s'adapter et mène une politique ambitieuse pour notamment être présente sur tous les créneaux futurs, cybercriminalité et autres. Et c'est un constat. Il va falloir trouver des solutions pour que la police nationale aille mieux. Le mal est profond, notamment à cause de problèmes structurels qui sont liés, à un manque d'investissement programmé de manière pluriannuelle. On a des investissements, mais c'est souvent des changements de cap politiques qui viennent souvent en réaction par rapport à des événements. Donc on a des changements de cap qui ne permettent pas d'avoir une vision à long terme. Les problèmes immobiliers, nous y reviendrons. Les problèmes de véhicules, ils sont connus de tous. Et je crois que des parlementaires sont allés récemment dans les services et n'ont pu que les constater. Et n'ont pu constater que ce que disaient les syndicats de police depuis des années est la vérité. Et juste pour parler par rapport aux associations qui seront entendues par votre commission, si on avait entendu depuis longtemps les syndicats de police, nous n'en serions pas là. Ces problèmes immobiliers, ils sont visibles tous, de voitures. Il y a aussi une dette technologique qui est moins visible, mais qui est abyssale. Le logiciel de rédaction de procédures dont nous dénonçons les dysfonctionnements de la police nationale, l'APNIJ, c'est la plateforme nationale des écoutes judiciaires qui ne fonctionne pas et pour lequel le SSI a demandé d'ailleurs qu'une enquête parlementaire soit mise en œuvre pour faire toute la lumière sur ce scandale d'État. Des réseaux qui sont défaillants, ça c'est un problème majeur, moins visible que l'immobilier, moins visible que les voitures, mais qui est tout aussi nuisible pour le quotidien des policiers qui travaillent avec ces outils. La police, elle est en souffrance à cause d'un problème structurel. Aujourd'hui, le directeur général de la police nationale, qui par exemple n'a pas d'adjoint, ce qui n'est pas normal, n'a pas l'autorité nécessaire pour piloter la police nationale. La police nationale, elle est cloisonnée, préfecture de police, direction d'emploi, en diverses entités qui ne permettent pas d'avoir une véritable stratégie. Ces directions d'emploi ont des organisations territoriales. Ensuite, vous avez la sécurité publique, vous avez la police judiciaire, vous avez la police aux frontières, les CRS. Tout ça, c'est des directions qui ont une certaine autonomie et qui, finalement, ont des stratégies qui sont différentes. Sous les GPN, oui, mais avec une certaine autonomie. Et la DRCPN aussi, la direction des ressources humaines. Tout ça n'est pas piloté, parce que le directeur général n'a pas assez la main sur ces directions d'emploi. On avait créé il y a quelques années, vous vous souvenez sans doute, la direction générale de la police nationale à l'échelon national. On était revenu en arrière, mais sans doute faudrait-il revenir sur ce type de mesures. Je vais prendre un exemple aujourd'hui, et c'est une force de la gendarmerie. Quand un préfet, de manière territoriale, je vais prendre l'exemple avec mon accent, vous comprendrez que je prendrai celui de Toulouse, vous avez le préfet de région. Aujourd'hui, quand il fait une réunion avec les forces de sécurité, il a, du côté de la gendarmerie, un interlocuteur qui pilote l'ensemble des forces de sécurité. Autour de lui, pour la police nationale, il va avoir le directeur de la sécurité publique de Toulouse, et uniquement de Toulouse, pas de l'Occitanie. Il aura ensuite le directeur de la police judiciaire, qui sera du SRPJ de Toulouse. Mais dans l'Occitanie, vous avez deux SRPJ, un à Montpellier et un à Toulouse. Vous aurez le directeur de la police aux frontières
et de la DGSI, qui dépendront de Marseille. Et vous aurez au sein de la police judiciaire, le SRPJ qui dépendra de la direction de zone de Bordeaux. On peut comprendre facilement avec cet exemple que ça ne peut pas fonctionner correctement. Qu'en matière de pilotage et de stratégie, nous n'avons pas le bon dimensionnement, d'autant plus que la police nationale n'est pas organisée comme les autres administrations avec le schéma des nouvelles régions. C'était juste une petite précision par rapport à la place de la DRCPN qui constitue en fait la direction qui gère les ressources humaines au sein de la police nationale. Elle est traitée à l'égal d'une direction centrale de police judiciaire, de sécurité publique, donc des directions opérationnelles. Et en réalité, la direction générale de la police nationale n'a pas une vraie structure qui fait un réel management des ressources humaines au sein de la police nationale, comme on peut l'avoir par exemple dans la gendarmerie nationale. Et les impacts que ça peut avoir derrière concernant les vacances de poste, concernant la gestion des ressources humaines de l'ensemble des corps, et aussi une certaine équité et justice dans la gestion des avancements et des mutations, elle a un impact direct au quotidien dans le moral que peuvent avoir les différents policiers de tout corps et de tout grade. Très bien. Monsieur Rougier, vous vouliez continuer ? Vous pouvez rallumer votre micro, s'il vous plaît. Merci. Le deuxième problème au sein de ce ministère de l'Intérieur, c'est la dualité entre les forces. Nous sommes minés par cette séparation. Alors on peut comprendre qu'il faille prendre en compte la culture des deux forces, c'est naturel, notamment pour ce qui est existant, mais nous ne comprenons pas, à la CFDT, que toutes les nouvelles structures qui se mettent en place, je vais prendre par exemple la brigade numérique, le conseil scientifiques de la gendarmerie qui ont été créés, c'est très bien, c'est des très belles initiatives, mais elles devraient être mixtes. Il faudrait qu'il y ait, à partir d'aujourd'hui, une règle simple, toutes les nouvelles structures sont mixtes. Aujourd'hui, nous sommes face à des défis qui sont importants. On ne peut pas imaginer que certains investissent dans un domaine, la gendarmerie dans un, la police dans l'autre, alors que c'est l'ensemble des citoyens qui ont besoin de cette réponse positive. Donc nous voudrions que depuis 2009, la gendarmerie a intégré le ministère de l'Intérieur, qu'enfin, on aille vers une mutualisation plus importante. On a eu de nombreuses commissions, mais on en est toujours au même stade. Ensuite, la police nationale est malade aussi de sa cohésion. Elle est segmentée entre directions, comme je vous l'ai dit, mais aussi entre corps. Aujourd'hui, dans la police nationale, et vous allez le voir à travers sans doute les auditions de nos collègues des autres syndicats, nous avons une véritable lutte des classes. Il suffit de regarder les tracts syndicaux qui existent. Le mal est réel. On a un corps d'encadrement et d'application, un corps de commandement et un corps de conception et de direction. La gendarmerie comporte deux corps. Il y a une osmose parfaite. Pourquoi ? Parce qu'on a un corps de sous-officiers et un corps d'officiers qui va de lieutenant à général, ce qui n'est pas le cas pour la police nationale. Et deuxième paramètre, pour la gendarmerie, nous avons un ascenseur social qui est très développé. 87 à 92% des officiers de la gendarmerie nationale sont issus du corps des sous-officiers. Ce qui crée une osmose, ce qui crée un lien entre ces corps et un esprit gendarmerie nationale que nous n'avons pas dans la police. Donc nous, la CFDT, nous proposons de réunir le corps de commandement et le corps de conception, et nous en sommes l'exemple. Vous avez un commissaire de police, je suis commandant aujourd'hui dans notre syndicat, pour véritablement qu'il y ait un meilleur pilotage de la police nationale, et que nous ayons une cohésion qui soit naturelle. Et la deuxième chose, nous demandons à ce qu'il y ait un ascenseur social qui soit développé, qu'on ait un recrutement interne par corps, des gardiens de la paix vers les officiers et des officiers vers les commissaires, qui permettra d'améliorer ces relations qui sont un véritable problème aujourd'hui dans la police nationale. Dans la même optique d'ailleurs, nous demandons à ce que soit mis en œuvre ce qu'a dit le président de la République lors de sa campagne, une académie de police où seront réunis les trois corps de la police nationale. Toute leur carrière, ils travaillent ensemble. On ne peut pas imaginer qu'aujourd'hui, à cause de certains technocrates qui refusent de voir les choses différemment, on ne puisse pas, le temps d'une école, mettre ces policiers ensemble. Voilà, je crois que là, la police nationale, le ministre de l'Intérieur va annoncer jeudi la création de la police de la sécurité du quotidien. Ça doit être vraiment l'occasion, vraiment il ne faut pas la rater, de réformer en profondeur la police nationale. Si on ne le fait pas là, on n'arrivera pas à la police de la sécurité du quotidien sera un échec. Sans ces réformes structurelles, sans l'allègement de la procédure, parce que là pour l'instant on a eu les premières réformes qui ont été proposées par les rapporteurs du ministère de la Justice,
elles sont totalement insuffisantes. Si on n'arrive pas à dégager du temps pour les personnels, ça ne servira à rien. Les renforts supplémentaires ne serviront à rien. Si on n'apporte pas une solution aux tâches indues, dont tout le monde parle depuis des années, tous les gouvernements qui se sont succédés, rien n'a évolué sur ce sujet, sur les tâches indues. Si jamais on n'arrive pas à tout cela, alors ça sera un échec pour la police nationale. Et je crois que le ministère de l'Intérieur doit se tourner vers l'avenir, que nous devons avoir une programmation pluriannuelle, mais surtout que nous, dans le cadre de cette programmation, nous fassions évoluer les mentalités et les structures de la police nationale. À moins que vous reveniez dessus, mais pour nous, c'est important qu'on ait des choses qui soient dites par sujet, par thème, et qu'on puisse avancer, même si vous pourrez éventuellement l'enrichir de contributions écrites. Hein, votre collaboration, on peut ne pas s'arrêter à l'audition de cet après-midi. On parle de la formation. On a besoin, alors on n'aura peut-être pas le temps de développer là, mais de connaître toutes les carences. Certains nous l'ont dit, on ne fait pas de sport, le tir c'est limite, d'ailleurs quand un magistrat demande, vérifie tout de suite si un policier a fait ou pas ses heures de tir quand il a fait usage de son arme, ça peut parfois être problématique. La formation continue est manquante face aux nouvelles formes de délinquants, donc on a besoin, force et faiblesse, je veux dire, de la formation initiale et continue, on aurait besoin que ce soit développé. Et ça doit représenter combien comme temps que vous n'avez pas, parce que le temps en plus, c'est des gens en moins sur le terrain. Deuxièmement, sur la procédure, on ne va pas non plus rentrer dans le détail, mais c'est quoi qui vous coûte le plus de temps? Et on en a besoin, même quand on va réviser le code de procédure pénale, ça passera devant les assemblées parlementaires. On ne sait pas toujours, quand on examine le texte, ce qui est pour vous le plus chronophage, quoi, ou le plus contrariant. Voilà, donc on a besoin aussi. Alors, vous nous listiez éventuellement, on parle toujours des charges indues, tout ce que vous considérez comme les tâches indues. Et quelles sont, selon vous, celles qui peuvent être rebasculées sur l'administration pénitentiaire, sur la police municipale, sur d'autres... et quelles tâches peuvent être simplement supprimées par l'allègement des procédures. Il y a aussi la question qui était ouverte, qui reste débat, sur la procédure. Est-ce que des personnes non policières, en tout cas qui n'ont pas été formées comme telles, qui coûtent moins cher, peuvent décharger d'une partie des tâches, les policiers ou non? Parce que quand ça doit être celui qui était en action, qui rédige, qui fait la procédure, est-ce que les fonctions peuvent être séparées, quoi? Autant de choses très concrètes, mais sur lesquelles on a besoin que vous nous éclairiez de façon assez précise pour que nous puissions ensuite préconiser des choses très précises aussi. Juste un exemple sur la formation, et je laisserai la parole à Denis Jacob ensuite sur cette thématique. Un exemple, aujourd'hui, nous avons un établissement public, le NSP, qui forment les cadres de la police nationale. Malheureusement, nous avons les commissaires de police qui sont formés à Saint-Cyr, au Mont-d'Or, à Lyon, et vous avez les officiers de police qui sont formés sur le site de Canet-Cluse dans le 77. L'école est totalement abandonnée, l'école connaît des problèmes de vétusté majeurs, à tel point que nous avons des problèmes d'eau chaude récurrents. Il n'y a pas d'eau chaude souvent pour les stagiaires. Il suffit, et des parlementaires sont déjà allés voir ce site en disant, évidemment, pour des soucis d'économie, il faut regrouper la formation des cadres sur un seul site. Ça coûte très cher, c'est des doublons. Le site de Canet-Cluse devrait être modernisé et faire un site de formation continue, parce que nous n'avons plus de site de formation continue dans la police nationale, pour l'ensemble de la police nationale, à proximité de Paris. Voilà, ça c'est un exemple concret de dysfonctionnement. Des rapports parlementaires ont dit déjà qu'il fallait rassembler ces sites de formation. Rien n'a été fait, parce que vous avez une technostructure qui parfois ne veut pas que les choses bougent, et que vous avez une lutte des classes qui fait que les choses ne bougent pas, alors que c'est évident pour tout le monde.